Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres d'un acteur majeur de la beauté, Puig. On a sous les yeux leur toute dernière mise à jour des ventes, celle du troisième trimestre 2025, document daté du 30 octobre. Tout à fait. Et l'idée, c'est de décrypter ensemble ces performances, de voir un peu les tendances qui se dessinent chez cette grande maison de marque de luxe. Oui, puis que c'est toujours un bon indicateur pour le marché de la beauté de prestige, hein. Ces résultats, c'est un peu une fenêtre ouverte sur la santé de leurs différentes branches. Parfum, maquillage, soins. Mhm. Et aussi sur les dynamiques régionales. Bon, le gros titre, c'est clair. Ils annoncent une croissance soutenue, meilleure que le marché. Mais, comme souvent. Faut creuser un peu. Voilà, exactement. Les chiffres globaux, ça cache parfois des réalités un peu différentes. Parfait, c'est ce qu'on va faire. Allez, on attaque cette exploration des finances de Puige. Le premier chiffre, celui qui ressort tout de suite pour les 9 premiers mois de 2025. Oui. C'est cette croissance organique, LFL, comme ils disent, like for like, elle est de 7,0%. Et puis, je souligne bien que c'est mieux que le marché de la beauté de luxe en général. Hmm. Le chiffre d'affaires net, lui, atteint 3,596 milliards d'euros sur ces 9 mois. Alors, ce 7,0% LFL, c'est effectivement un chiffre clé. Rappelons juste ce que ça veut dire, like for like. Oui, c'est important. C'est la croissance sans l'effet des acquisitions ou des cessions, et surtout sans l'effet des taux de change. C'est vraiment la mesure de la performance intrinsèque de l'activité pure. La santé opérationnelle, quoi. Exactement. Et c'est là qu'on voit tout de suite une première nuance, un premier contraste. Ah oui, lequel? Le contraste avec la croissance publiée, c'est-à-dire la croissance brute, celle qu'on voit dans les comptes, sur 9 mois, elle n'est que de 4,9%. Ah oui, 4,9% contre 7,0% en LFL. D'où vient cet écart? Majoritairement de l'impact négatif des taux de change. C'est un vent contraire assez fort pour Puy. Sur les 9 mois, ça leur a coûté 73 millions d'euros de chiffre d'affaires. 73 millions. C'est pas négligeable du tout. Ça montre bien les défis d'un groupe très international. Tout à fait. Donc on a bien une performance opérationnelle solide, mais freinée par les devises. D'accord. Et si on zoome sur le troisième trimestre seul, le T3, est-ce que cette tendance se confirme? Oui, et même elle s'accentue un peu. Sur le T3 seul, la croissance LFL est à 6,1%. Ça reste bien, hein, toujours au-dessus du marché, mais c'est un léger cran en dessous du rythme des 9 mois. Un petit ralentissement organique donc. Voilà, une très légère modération. Et là aussi, l'impact des changes est encore plus fort sur ce seul trimestre, moins 37 millions d'euros. Ah oui. Du coup, la croissance publiée au T3, elle tombe à 3,2%. D'accord, donc on résume. Une croissance globale qui tient bon, mais avec cet impact d'échange bien présent et un T3 organiquement un peu moins dynamique. Bon, la question maintenant, c'est d'où vient cette croissance? Est-ce que tout bouge au même rythme chez Puy? Ah, justement non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les différentes catégories de produits, elles, montrent des trajectoires très très différentes. Alors allons-y. Commençons par le cœur historique, parfum et mode. C'est toujours le poids lourd, non? Oui, ça représente encore 73% du chiffre d'affaires total sur 9 mois. Donc 2,617 milliards d'euros. Et sa croissance? Sur 9 mois, la croissance LFL est de plus 6,4%, ce qui est tout à fait correct. Mais comme on le pressentait, le T3, c'est une autre histoire. C'est-à-dire? La croissance LFL tombe à plus 2,8% au T3. Ah oui, de 6,4% sur 9 mois à 2,8% en T3. C'est une modération assez claire là. Très net. Bon, presque 3%, ça reste positif, mais c'est clairement un ralentissement par rapport au trimestre d'avant. Et surtout quand on compare aux autres segments. Justement, parlons-en. Le maquillage, c'est 16% du chiffre d'affaires total, 569 millions d'euros sur 9 mois. Quelle est sa dynamique à lui? Alors là, c'est le phénomène inverse. Déjà, sur 9 mois, le maquillage affiche une croissance à l'effet très solide, plus 8,3%. Déjà pas mal. Oui, mais alors le T3, c'est juste spectaculaire, plus 18,8% de croissance à l'effet. 18,8%? Oui, oui, une accélération incroyable, qui tranche radicalement avec la modération des parfums. C'est clairement le maquillage qui a tiré Puig sur ce trimestre. C'est énorme comme chiffre. Plus 18,8% LFL au T3. Ça suggère quoi chez un marché en plein boom et une stratégie qui paye? Les deux, probablement. Il cite d'ailleurs des exemples très concrets. Le succès continu du fond de teint Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury,
le spray fixateur. Ah oui, Charlotte Tilbury, c'est un moteur énorme pour eux, on dirait. Exactement. L'acquisition semble vraiment porter ses fruits. Il mentionne aussi la campagne de Noël avec Céline Dion pour cette marque. Ça montre qu'ils mettent le paquet niveau marketing. Le maquillage est devenu un axe stratégique majeur. Clairement. Et le troisième segment alors, le soin, skincare. C'est 11% du total, 410 millions d'euros sur 9 mois. Il se situe où, lui? Plus près les parfums ou du maquillage? Lui, il est plutôt du côté de la force tranquille, on va dire. Une croissance LFL très robuste et surtout très constante. C'est-à-dire? Plus 9,2% sur les 9 mois. Et cette dynamique, elle se maintient très bien au T3. Plus 10,5% LFL. Ah oui, c'est stable et fort. Voilà. Il n'y a pas l'accélération explosive du maquillage au T3, mais c'est une performance très solide, très linéaire. Ça confirme que le soin est un segment vraiment porteur pour eux aussi. Donc, si on essaie de visualiser les parfums émols, ça ralentit au T3, le maquillage explose, littéralement, et le soin maintient une belle croissance régulière. C'est une image très contrastée à l'intérieur du groupe. Tout à fait. Et ça montre bien un rééquilibrage peut-être des moteurs de croissance chez Puig. Le groupe historiquement très parfum voit le maquillage et le soin prendre de plus en plus d'importance et tirer la performance globale surtout récemment. Une diversification réussie, on dirait. Ça semble payant, oui. D'ailleurs, dans le Swine, il donne l'exemple de la collection exosomitique de Dr Barbara Sturm. Encore une fois, l'importance des marques fortes et de l'innovation. Et même pour le parfum, malgré le ralentissement, il mentionne quand même des lancements. La Bomba, les nouveautés Byredo, Penaligon, il continue d'investir. Très clair, cette analyse par segment nous éclaire beaucoup. Maintenant, passons à la géographie. Est-ce que la croissance est la même partout dans le monde ou est-ce qu'on retrouve ces genres de disparités? Ah, les disparités géographiques sont peut-être encore plus fortes. C'est vraiment l'autre grand enseignement de cette publication. Ah bon? Alors regardons la carte. Le document dit croissance LFL positive partout sur 9 mois. Ok. Mais il y a une région qui, comment dire, qui crève l'écran. Laquelle? L'Asie-Pacifique, l'APAC. Elle pèse encore seulement 10% du chiffre d'affaires total, 368 millions d'euros sur 9 mois, mais sa croissance LFL est qualifiée d'explosive, Oui, plus 23% sur 9 mois. 23%, c'est déjà énorme. Attendez. Et le T3, c'est encore plus fou, plus 35,8% LFL. Quoi? 35,8? Oui, Ah oui, là, les chiffres sont juste stupéfiants. Presque 36% de croissance organique sur un trimestre dans une région, même en partant d'une base plus petite, c'est phénoménal. c'est clair. Ça montre une dynamique de marché incroyable pour le luxe en Asie et surtout que Puig arrive à capter cette croissance de façon très, très efficace. On pense à la Chine, bien sûr, mais peut-être aussi l'Asie du Sud-Est. C'est la zone de croissance pour eux, visiblement. Sans aucun doute, c'est la priorité numéro 1 à l'heure actuelle vu ces chiffres. Impressionnant. Et comment se situent les autres régions par rapport à ça? Le MEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ça reste la plus grosse région, non? 53% du CA. Oui, le MEA, c'est le bastion, 1,898 milliard d'euros sur 9 mois. Là, la performance est beaucoup plus mesurée. C'est-à-dire? On est sur une croissance LFL stable, solide, mais sans commune mesure avec l'Asie. Plus 3,9% sur 9 mois et plus 4,2% au T3. D'accord, donc correct, mais pas euphorique. C'est la base solide. Voilà, c'est la force tranquille de l'Europe et ses environs qui assure le gros des ventes. Et enfin, les Amériques, 37% des ventes, 1,331 milliard d'euros sur 9 mois. Elles étaient plutôt dynamiques au début de l'année, non? Oui, tout à fait. Sur 9 mois, la croissance LFL des Amériques était bonne. Plus 7,8%. Mieux que le MEA. C'était une région qui tirait bien. Mais, il y a un mais. Oui, il y a un mais. Et c'est l'autre point notable de cette analyse géo. Le troisième trimestre marque un coup de frein assez net pour les Amériques. La croissance LFL tombe à plus 2,3%. Ah oui, de quasi 8% sur 9 mois à 2,3% au T3. C'est un ralentissement marqué. Très marqué. Et c'est aussi là, aux Amériques, que l'impact négatif des changes a été le plus violent au T3. Oui, j'ai vu ça. La croissance publiée est même négative, moins 2,7% pour la région au T3. Mais comment on explique ce ralentissement organique, le passage à plus 2,3% LFL? Bonne question. L'effet de change explique le chiffre publié négatif, mais pas le ralentissement du LFL. Alors plusieurs pistes. Est-ce que le marché du luxe ralentit plus vite aux US ou ailleurs dans la zone? Est-ce que la concurrence est plus forte? Est-ce qu'ils avaient une base de comparaison très haute au T3 2024? Difficile à dire sans plus d'infos. Oui,
Le document ne détaille pas, c'est sans doute une combinaison de facteurs. Mais c'est clairement une zone à surveiller de près pour voir si ce coup de frein est juste passager ou quelque chose de plus durable. Donc si on récapitule la carte du monde, une Asie-Pacifique en hypercroissance moteur stratégique, une EMEA stable qui fait le volume, et des Amériques qui calent un peu au dernier trimestre après un bon début d'année. C'est très hétérogène. Très hétérogène, oui. Ça illustre bien la complexité de gérer un portefeuille mondial aujourd'hui. Il faut vraiment adapter les stratégies. La performance globale de 7% LFL sur 9 mois, elle masque bien ces grosses différences régionales. Alors, face à ce tableau, des segments moteurs à côté de segments qui modèrent, des régions explosives à côté de régions qui freinent, plus les effets de change, comment puis-je voir la fin de l'année 2025? Il reste confiant? Eh bien, malgré tout ça, le message depuis reste celui de la confiance. Ils ont réaffirmé leurs objectifs pour l'ensemble de l'année 2025. Ah oui, lesquels? Ils visent toujours une croissance du chiffre d'affaires LFL entre 6% et 8% pour l'année complète. Alors, sachant qu'ils sont déjà à 7,0% sur 9 mois, ça veut dire qu'ils anticipent un T4 qui pourrait être, disons, entre 3,7% et 10,3% de croissance LFL pour atterrir dans cette fourchette annuelle. C'est ça, c'est une fourchette assez large qui leur laisse de la marge. Mais ça suggère qu'ils ne s'attendent pas du tout à un effondrement sur la fin d'année. Ils croient en la résilience de leur business. Exactement. Et pas seulement sur le chiffre d'affaires. Ils prévoient aussi d'améliorer leur marge d'EBITDA ajustée sur l'année. Une amélioration du même ordre que celle de 2024. Maintenir ou améliorer la rentabilité dans ce contexte, c'est un signal fort aussi. C'est clair. Croître, c'est bien, mais rentable, c'est mieux, surtout avec l'inflation et tout ça. Ils parlent aussi des dividendes. Oui, et c'est un autre signe de confiance dans leur solidité financière. Ils réaffirment leur intention de distribuer environ 40% du résultat net publié en dividendes. Le fameux payout ratio. Voilà, c'est conforme à ce qu'ils font d'habitude. Ça veut dire qu'ils pensent générer assez de profits et de cash pour continuer à bien rémunérer les actionnaires tout en gardant de quoi investir pour la croissance future. D'accord. Bon, essayons de synthétiser. Les grands messages à retenir de cette mise à jour de Puig. Alors, premier point, Puig confirme qu'il fait mieux que le marché du luxe, croissance organique solide sur 9 mois, ça c'est clair. Ok. Deuxième point, derrière ce chiffre global, de grosses différences internes. C'est le maquillage, surtout au T3, et la force constante du soin qui tire la croissance maintenant. Ça compense la modération nette des parfums et modes. Bien noté. Troisième point. La géographie. L'Asie-Pacifique, c'est le moteur explosif, même si ça pèse encore moins que les autres régions. À l'inverse, les Amériques montrent un ralentissement au T3, à surveiller. Et l'EMEA, c'est la base stable. Et on n'oublie pas l'impact négatif, mais géré, des taux de change sur les chiffres publiés. Et dernier point peut-être, malgré tout ça, la direction affiche sa confiance, maintient des objectifs de croissance LFL, d'amélioration de marge, politique de dividendes confirmée. Ça donne l'image d'un groupe agile, qui s'adapte et dont la diversification semble payer. Cette idée d'agilité, d'adaptation, ça nous amène peut-être à une réflexion finale, un peu au-delà des chiffres. Puig rappelle souvent son identité. Maison de marque désirable, entreprise familiale, favoriser le bien-être, la confiance, l'expression de soi et laisser un monde meilleur. C'est une belle mission. Oui, et c'est une excellente question. Comment cette stratégie actuelle, qui mise de plus en plus sur le maquillage, le soin sur l'Asie-Pacifique, comment est-ce qu'elle dialogue avec cette mission affichée? Est-ce que ça va ensemble naturellement ou est-ce que ça crée de nouvelles questions? On pourrait dire que le maquillage, le soin, ça touche directement à la confiance en soi, au bien-être, donc ça colle bien. Se développer en Asie, c'est apporter ça à plus de monde. Mais d'un autre côté, Oui, est-ce que cette course à la croissance très rapide dans ces segments, dans ces régions, est toujours compatible avec l'idée de laisser un monde meilleur? Je pense à l'impact environnemental, social. c'est exactement ça. La désirabilité des marques, c'est clair que c'est le moteur financier. Mais comment s'assurer que cette désirabilité repose sur des bases solides? Durabilité, éthique, et qu'elle contribue vraiment au bien-être au sens large. Hmm. La croissance forte en Asie, ça demande aussi de bien comprendre les cultures locales, pour que le message sur la confiance et l'expression de soi soit juste, pas juste une importation de modèles. C'est un équilibre subtil sur le long terme. C'est une tension qu'on voit chez beaucoup d'entreprises, en fait, concilier la performance éco et la mission sociétale.
Voir comment Puy gère ça alors que ses moteurs de croissance bougent si vite, ce sera sans doute aussi intéressant à suivre que les prochains chiffres trimestriels. Tout à fait. Ça rappelle que derrière chaque pourcentage, il y a des choix, des stratégies qui façonnent non seulement les résultats, mais aussi l'identité et l'impact d'une boîte dans le monde. Et voilà, c'est sur cette réflexion qu'on termine notre exploration des résultats du troisième trimestre 2025 de Bouygues, en se basant sur leur présentation. On a vu une entreprise dynamique, mais avec des équilibres internes en pleine évolution. Une image fascinante, oui, de la façon dont un grand nom du luxe s'adapte à un monde qui bouge très vite. Les chiffres, quand on prend le temps de gratter un peu, ils racontent beaucoup de choses. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse.